Sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Nous sommes en direct sur la Voix Radio, mais également sur Facebook là pour l'émission Rendez-vous avec ce soir spécial culture avec avec Gilles Charles et ses invités. Tout de suite Flash Info, puis juste après Gilles Charles. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne. Bonjour à tous. Ils étaient des milliers dans la rue hier à Paris, Marseille, Nantes, Montpellier et Lyon pour rappeler au gouvernement ses engagements pour l'hôpital en pleine crise du coronavirus. Les soignants demandent plus de moyens humains et matériels et la fin des plans d'économie. À Paris, 300 casseurs ont investi la manifestation des soignants. Les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour tenter de disperser ces individus. Un usage disproportionné de la force selon certains manifestants. Une infirmière a également été interpellée hier par les forces de l'ordre à Paris. Une interpellation qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Sur les images, on entend notamment la femme réclamer sa ventoline. Parents et enseignants sont dans l'attente. Le protocole sanitaire pour l'accueil des élèves à partir du 22 juin se fait toujours attendre. La version définitive est attendue d'ici ce soir. Par ailleurs, c'est aujourd'hui que les députés examinent un projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet avec une période transitoire jusqu'à l'automne. Cet appel à présent des pédiatres. Les parents sont invités à ramener les enfants chez eux. Pendant le confinement, beaucoup ont déserté les cabinets médicaux. Résultat, dans bien des cas, les vaccins ne sont plus à jour et certains virus comme la rougeole commencent à faire leur apparition et ils sont très dangereux pour les nouveau-nés. Tous les yeux sont tournés vers la Chine depuis quelques jours. La ville de Pékin se reconfine avec l'apparition de nouveaux cas de Covid-19 dans la capitale chinoise. Plus de 200 cas. Conséquence, toutes les écoles sont à nouveau fermées. 21 quartiers sont en quarantaine et plus globalement, il est demandé aux habitants de ne pas quitter la ville. Des milliers de vols ont été annulés depuis les aéroports de Pékin. Sport et football, l'OL devrait pouvoir jouer son 8e de finale retour de la Ligue des Champions à Turin début juillet. Dès aujourd'hui, le comité exécutif de l'UEFA se réunit pour reprogrammer les phases finales de la compétition. Elle avait dû être stoppée face à la crise sanitaire. On attend aussi les détails sur l'organisation des quarts de finale en forme de tournoi à 8 au Portugal avec notamment le PSG. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bonsoir et bienvenue sur Droit Citoyen, c'est Rendez-vous avec. Et ce soir, nous allons dans le monde de la culture. Nous avons le plaisir de recevoir Daniel Couriol qui va nous parler de son livre Mieux vaut tard que jamais. Et on a également un invité surprise. Nous avons Pat Françon, très connu dans la région stéphanoise, le grand journaliste Pat Françon, qui est à l'écran. Je le vois très très sérieux. On va parler de Saint-Étienne évidemment, on va parler de culture et puis on va aussi dire qu'on est en direct, mais on est en direct un peu spécialement puisqu'on est en direct par le biais d'Internet. On est en direct de Clemcy, ou je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Clemcy, du côté de Paris, Daniel, c'est ça ? C'est tout à fait ça, Gilles. Bonsoir et bonsoir à Pat également. Oui, c'est bien le nom de cette commune et il se prononce effectivement comme cela. Alors, on va faire un peu de tourisme avant de commencer, le tourisme parisien. Ça se situe où, Clemcy ? Alors, c'est une sous-préfecture du nord de la Nièvre qui est à peu près pour situer à 2h30 de Paris et pour faire à la fois dans le culturel mais aussi dans le terroir qui est à mi-chemin entre Chablis et Vézelay. Chablis, ça me parle, c'est de la boisson, ça. Hein. Ah oui, un bon cépage, je crois. Alors Daniel Couriol, vous êtes là pour votre livre, mais aussi vous êtes ici sur cette antenne de Droit Citoyen ce soir parce que vous avez fait de très très nombreuses années dans la région stéphanoise. Et j'avais envie, avant toute chose, de savoir un peu quel était votre parcours. C'est bizarre, on se parle comme si on était au téléphone. Oui, bien sûr, mais en réalité, d'ailleurs dans le livre, j'évoque la mémoire de mon père parce que il a été un architecte assez connu et reconnu à Saint-Étienne pendant de très nombreuses années. Donc moi, j'ai fait mes études à Saint-Étienne au lycée Saint-Louis. Ensuite, j'ai quitté la ville pour faire des études à l'Institut d'études politiques de Lyon, mais en parallèle, et ça rejoint l'invité que vous aviez tout à l'heure, j'ai fait également une licence d'histoire à l'université de Saint-Étienne.
Et au tout début de ma vie professionnelle, j'ai démarré à la Maison de la Culture, puis à l'Opéra-Théâtre de Saint-Étienne, dirigé donc par Jean-Louis Pichon, mais j'ai aussi travaillé, collaboré à la Dîme Loire avec François de Bec-de-Lièvre. J'ai été le premier attaché de presse de la Fête du Livre. Voilà, voilà, ce sont évidemment des souvenirs extrêmement variés, forts, et qui se situent tous dans la communication culturelle. Et puis, comme j'avais envie, ayant reçu beaucoup, je crois que quand on reçoit beaucoup, il faut aussi savoir transmettre. J'ai été dans un premier temps chargé de cours à l'université, notamment dans le cadre de la maîtrise des sciences et techniques de communication qui s'était mis en place à un moment donné. Et puis aussi, j'ai été pendant 10 ans prof associé d'université à l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne sous la direction de Bernard Laget. Donc des expériences locales diverses, riches et évidemment avec une passion pour ce territoire. Et quand vous étiez dans le tout début de vos études, vous vous destiniez à quel genre de métier? Vous étiez déjà passionné par l'histoire, par la politique, par l'architecture? Alors, par la politique, oui, l'histoire, bien sûr. Je dis dans mon livre combien, d'ailleurs, souvent, ce n'était pas des études livresques, mais mon père avait une telle culture, notamment sur le premier, le deuxième conflit mondial, qu'il pouvait passer des heures à me décrire telle bataille, telle situation, expliquer quel était l'intérêt de l'action de tel général ou personnalité. Et je dis d'ailleurs que d'une certaine manière, il m'a transmis presque une culture africaine. Je crois que ce que je retire de Saint-Étienne, peut-être surtout, c'est, j'allais dire, son côté italien, c'est-à-dire son côté passionné, qui lui fait rejoindre, par exemple, des passions pour le football et l'opéra, une espèce de démesure, mais aussi où je crois que lorsqu'on avait ce type d'apprentissage, on se rendait compte qu'il ne fallait pas forcément attendre que les gens viennent à vous, mais aller vers eux. Et c'est par exemple la grande leçon qu'a donnée dans le domaine théâtral Jean Dasté, qui comprend très bien qu'il ne suffit pas d'ouvrir un lieu, des portes pour que les gens viennent, mais qu'il faut aussi aller, comme au Moyen-Âge, sur les places de village. Et il y a notamment un photographe extraordinaire, Ito Josué, qui a mémorisé ces visages d'enfants absolument ébahis par le jeu des acteurs. Donc, si vous voulez, je crois que quand on est dans ce territoire, eh bien, on est marqué évidemment par ce type d'expérience et de mémoire profonde. Et tout ça, c'est propre à notre territoire, ou alors on retrouve un peu ces réactions dans d'autres territoires, vous qui avez beaucoup voyagé? Alors, on retrouve ça, par exemple, avec Pat, nous sommes allés en Pologne et on voit, par exemple, de très grandes villes industrielles qui sont, en règle générale, très riches sur le plan culturel. Il y a peut-être un petit point d'histoire que je voudrais faire sur Saint-Étienne, parce qu'on sait que Massenet est né à Saint-Étienne. Il revient une seule fois de son vivant, donc un grand compositeur, en 1898. Et à la gare de Château-Creux, il y a un grand calicot qui l'accueille et il est marqué « La capitale du travail rend hommage à la musique ». Et quand Darjanin, qui était à l'époque l'adjoint à la culture, lui fait un très beau discours et Massenet répond, et pour moi ça a été une clé, donc évidemment Darjanin invente ses mérites, enfin comme l'on fait lorsqu'on reçoit une star, hein, ça c'est un grand classique intemporel, mais Massenet répond, la gloire n'est rien, ce qui importe c'est le travail. Et je pense qu'en réalité on a la clé, peut-être une clé de la passion pour la culture de beaucoup de Stéphanois, c'est qu'ils se rendent compte que derrière peut-être certains artifices, derrière les déclamations, derrière la magie d'un spectacle, il y a aussi du travail et c'est évidemment une valeur en laquelle je crois ils se reconnaissent. Et la valeur travail, c'est quelque chose de très très important dans la région stéphanoise. Tout à fait, et je crois qu'on est nombreux à avoir été élevés dans cet amour du travail, en espérant qu'il soit bien fait, évidemment, et puis qu'il puisse porter ses fruits, mais c'était quand même la clé. C'est une ville, souvent avec des gens d'origine paysanne ou autre, qui étaient plutôt taiseux, c'est-à-dire qu'on cache ses sentiments. Moi, j'ai été élevé avec beaucoup d'amour dans une famille formidable, mais on ne disait pas « je t'aime » tout le long de la journée. C'est un mot qui est difficile à prononcer dans la région.
Voilà, hein, vas-y, continue, avance, suis ton chemin, vis ta passion. Mais mon père ajoutait, vis-la à fond. Et je me suis rendu compte qu'il faut une vie d'homme pour finalement aboutir à véritablement vivre de ses passions. Ce qui prouve que quand on est jeune, on a du mal à écouter les anciens, mais qu'on se rend compte en vieillissant que les anciens avaient souvent raison. Oui, et là, j'avoue que c'est aussi peut-être une prémonition de mes aventures africaines, parce que autant parfois l'âge dans un pays comme la France peut ne pas être toujours considéré comme un atout, autant en Afrique, on écoute la parole du doyen d'âge, on l'écoute avec respect et on l'entoure autant que possible d'amour, même si évidemment les autres conditions matérielles sont largement moins faciles, mais il n'empêche que la parole du sage, de l'ancien, compte véritablement. C'est la fameuse parole de la sagesse. Oui, alors oui, et j'avais au Centre culturel franco-guinéen que j'ai dirigé pendant 5 ans, un chauffeur, Younoussa, et il avait été le conducteur, le chauffeur de Théodore Monod dans le désert de Mauritanie. Et à chaque réunion du personnel, ce n'était jamais moi qui terminais la réunion. Je transmettais la parole à l'ancien, qui résumait d'une certaine manière les propos que nous avions tenus, les grandes décisions qu'il fallait suivre et qui éventuellement mettait son poids spirituel en quelque sorte dans la balance, et ensuite je ne reprenais pas la parole. Et ça, c'est une grande leçon d'humilité quand on dirige. Alors, que ce soit quelqu'un d'autre qui soit amené à clore la réunion. Alors, on va rester dans la sagesse. Comment vous vous êtes rencontré avec Pat Françon? Parce que j'ai l'impression que c'est une longue amitié. C'est une amitié ancienne qui a traversé ce temps, qui a dépassé les 30 ans, donc on est tranquille. Petit clin d'œil à la politique, mais nous nous sommes rencontrés comme nous sommes en train de le faire ce soir avec vous, Gilles, derrière un micro. C'était à Saint-Chamond. Et voilà. Après, la radio Jarre FM, on a dit. Hein. Exactement. Et puis, cette amitié est née. Elle était plus que durable et elle s'est nourrie aussi de beaucoup de voyages, d'expériences en commun, d'expériences parfois professionnelles communes. Je pense notamment à ce que nous avons vécu ensemble à la ville de Firminy. Et voilà, ce sont des tranches de vie et qui perdurent, puisque avec un autre ami journaliste, Pat était récemment chez nous dans ma maison et celle de mon épouse Rabab à Clamecy pour découvrir la ville et découvrir aussi en avant-première cette histoire des tirailleurs sénégalais. Et vous, Pat, alors si vous deviez définir Daniel, vous le définiriez comment? Eh bien là, on vient de parler de... déjà, il vient de le dire aussi, un grand amateur de voyage. On a eu le plaisir, il a évoqué 2 voyages en Pologne que nous avons fait ensemble, mais nous sommes aussi allés en Lituanie, nous sommes allés en Roumanie, nous sommes allés en Slovénie, nous sommes allés en Égypte, et j'oublie peut-être d'autres escales. Donc, on va rajouter cette passion du voyage, de la découverte à ce qu'il nous a dit sur... il a oublié, mais il n'a pas oublié, enfin, il a parlé de la musique, mais il y reviendra sûrement plus longuement avec vos questions, Gilles, et l'émission qu'il a occupée à l'Opéra de Saint-Étienne, mais aussi à l'Opéra de Lyon et dans d'autres, et effectivement aussi à la ville de Firminy comme directeur de la culture. Gilles, vous avez parlé tout à l'heure d'architecture, il s'est forcément intéressé lorsqu'il était à Firminy à l'œuvre de l'architecte Le Corbusier. Donc, je ne peux pas être complet, parce que c'est un petit peu un tout. Et puis, il a parlé de nos passions communes. On a également, j'ai aussi enseigné, tout comme lui, à ce qui est devenu le master de communication avec le professeur Michel, qui a été le créateur à l'université Jean Monnet d'abord c'était MST, c'était le nom, et puis après c'est devenu un master de communication, et chacun dans le domaine de compétences, on intervenait en tant que professeur associé, non pas comme universitaire, mais pour parler de nos métiers respectifs. Et quand j'ai en face de moi ces 2 grands sages, est-ce qu'on peut dire que l'un a appris de l'autre et vice-versa? Oui, bien sûr, on apprend toujours. On apprend toujours, on s'écoute beaucoup, et ce qui est formidable, c'est que sans intervenir dans des domaines trop personnels, mais par exemple dans des phases clés de ma vie,
je pouvais dire à Pat ce qui m'arrivait, partager avec lui, et je savais qu'il n'y avait ni jugement, mais que l'ami, quoi qu'il arrive, serait présent. Et ça, c'est un des symboles forts de l'amitié, quand on peut véritablement dire les choses et qu'ensuite, eh bien, la vie continue et on sait qu'il y a toujours quelqu'un à vos côtés pour vous écouter. Ça ne veut pas dire qu'il pouvait approuver tout ce que j'ai pu faire, mais ça veut dire que voilà, dans l'amitié, on prend la personne telle qu'elle est et c'est ce sentiment-là qui fait que j'éprouve vraiment quelque chose de profond vis-à-vis de Pat. C'est là que je me rends compte en vous voyant tous les deux en face de moi, là par écran interposé, que je suis vraiment tout petit. Oh, je crois pas. Je crois pas. Est-ce que Pat, vous aviez préparé une ou deux questions pour l'ami Daniel ? Oui, j'avais un petit peu une question qui va introduire les sujets de ces livres et lui dire qu'ils sont totalement dans l'actualité, notamment ce qui concerne le second, puisque sur le site, en préparant un petit peu, préparer c'est un grand mot, en jetant quelques notes sur un bout de papier, sur le site internet du Monde, il y a aujourd'hui un article qui relate les 188 tirailleurs sénégalais, il y a des guillemets, et Daniel vous expliquera pourquoi il y a des guillemets, parce qu'ils n'étaient pas tous sénégalais, qui ont été enterrés à Chasselet, C-H-A-2-S-E-L-A-Y, au nord de Lyon, donc c'est très proche de Saint-Étienne, et le site internet du Monde rend hommage à ces tirailleurs, rappelle que le cimetière a été réhabilité aussi, il a l'air absolument neuf, et je pense qu'on peut vous inviter à lire cet article et il pourrait constituer une bonne introduction à ce que Daniel nous dira de sa découverte d'une partie de l'Afrique, notamment de l'Afrique francophone, et de cette vie qui a été un petit peu oubliée des historiens, des tirailleurs sénégalais qui étaient pour certains guinéens, ivoiriens, originaires d'autres pays de l'Afrique francophone. Très bien. Avant de revenir sur ces livres, on va en parler longuement et je sais que je pourrais vous laisser la parole. Moi, je voulais savoir un peu, Daniel, vous êtes hors de Saint-Étienne aujourd'hui. Quelle est l'image que vous gardez aujourd'hui de Saint-Étienne ? Alors, je garde évidemment l'image de la ville de son enfance, c'est-à-dire qu'il y a... Vous étiez dans quel quartier ? Alors, moi, j'étais dans le quartier de la rue du 11 novembre, donc face à l'université, donc un quartier, mais que j'ai vu se transformer. Il a pas mal changé. Mes souvenirs d'enfance, c'était un long couloir avec des tramways, des murs noirs. J'allais dire gris, vous étiez noir alors. Il y avait la prison un peu plus haut, et donc on avait le sentiment, la caserne à la place de l'université. Donc c'était une espèce de voilà, le bruit du tramway évidemment, et ça est quelque chose en termes de souvenirs sonores qui est très présent. Et puis petit à petit, cette ville s'est ouverte, a commencé à respirer. Je crois que c'est dans tous les sens du terme. Mais quand j'y reviens, évidemment, la ville a dû perdre entre mon adolescence et le début de ma vie d'adulte, et puis aujourd'hui a peut-être facilement perdu 20-25 000 habitants, ce qui est énorme, ce qui est aux dimensions d'une ville moyenne. Évidemment, j'ai le sentiment d'être dans une ville belle, mais en même temps beaucoup plus déserte. Alors, c'est une impression de voyageur, puisque je n'y interviens plus professionnellement. Donc, là aussi, le rapport est sans doute différent que celui que je pourrais avoir si j'avais à y intervenir d'une manière beaucoup plus concrète. Et vous qui voyagez beaucoup, quand vous dites « je suis originaire de Saint-Étienne », quelle est la réaction de vos amis ou des gens que vous croisez ? Je vais surprendre personne en disant que c'est d'abord et avant tout les verts. Ça, c'est voilà, c'est vraiment ce qui revient le plus spontanément, c'est cette passion pour le football, qui évidemment était du coup une facilité de communication immédiate avec, par exemple, mes frères africains et notamment guinéens, puisque le football est partout et dans la rue, etc. Et donc, voilà, il y a vraiment cette passion-là. Donc pour eux, c'est ça. Voilà, mais l'histoire est un peu ancienne et on espère évidemment que les résultats finiront par être ceux qui pouvaient être d'actualité il y a une quarantaine d'années. J'ai envie de vous dire, la ville a changé et le football moderne a changé aussi. Enfin, tout ce qui l'entoure. Voilà, mais il ne faut pas non plus cultiver trop la nostalgie.
parce que sinon c'est un peu dommage, on n'avance pas beaucoup. Mais en revanche, c'est sûr que voilà, il y a évidemment quelque chose de charnel avec votre ville natale, incontestablement. Nous, on nous parle ici beaucoup de design. Est-ce que vous, à l'extérieur, vous ressentez aussi ce côté design de Saint-Étienne qui s'est orienté vers, j'allais dire, une nouvelle voie? Alors, on voit qu'il y a des efforts, mais alors je suis bien placé, c'est que c'est une ville qui est très disparate sur le plan architectural. Donc, il y a aussi bien l'ancien du moderne, et dans le moderne, des choses très, très, très composites. Chacun a fait un peu son truc. Donc, relier tout ça n'est quand même pas si évident. Et c'est pour ça que je pense que l'effort sur les façades est sans doute un des meilleurs liens pour réunir un peu les choses. Mais architecturellement, Saint-Étienne n'est pas facile, hein. Vous le savez. C'est une ville multiple de par sa population et puis de par ses, allez, je vais dire ça entre guillemets encore une fois, de ses souvenirs, parce qu'on a tous des souvenirs un peu différents. Ce qui est un peu triste, moi je trouve aujourd'hui, c'est que quand on prend de l'âge, on a du mal à accepter que certains endroits sont démolis ou détruits, ou on aurait envie de les voir tout le temps de la même façon. Et surtout, moi, je ne sais pas si c'est un reproche que je dois me faire, mais moi je vois beaucoup des gens qui sont morts dans des lieux que je vois encore aujourd'hui. Et quand je vais dans ces lieux-là, je vois encore leur visage presque. Et de les faire disparaître, j'ai l'impression qu'on les fait disparaître une deuxième fois. Oui, par exemple, moi j'avais de la famille qui habitait dans le quartier de Château-Creux. Ah bah ça a changé. Hein. Et les rues ont disparu, donc forcément les maisons ont disparu. Et on essaie de visualiser à peu près là où ça pouvait être, mais bon. Voilà, ce sont des pages qui se tournent et vivre, c'est aussi savoir tourner les pages en réalité. Eh bien, puisqu'on est dans les pages, on va partir sur les livres. C'était une belle transition. Une belle transition. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Là aussi, c'était envie de raconter vos histoires, vos souvenirs. C'était envie de découvrir d'autres horizons. Alors, la première, c'était d'abord comment dire, après 5 années comme directeur du Centre culturel franco-guinéen, j'avais beaucoup contribué aux côtés de l'Harmattan, qui est l'éditeur africain par excellence, à faire en sorte que Conakry soit élu capitale mondiale du livre en 2017. Et en quelque sorte, pour me remercier, comme il y avait peu de littérature sur la vie culturelle en Guinée, les éditions L'Harmattan m'avaient demandé d'écrire une sorte d'historique, de mémoire de ces 5 années d'expérience, que j'ai fait volontiers. Le bouquin est sorti en mars 2017, et puis avec un certain succès et beaucoup d'engouement de la part des Guinéens. Le lancement du livre là-bas a été une des très belles expériences que nous avons vécues avec mon épouse, donc ça c'est quelque chose qui demeure. Et puis, très curieusement, quand nous sommes revenus en France, nous avons éprouvé ce qu'on appelle un peu le syndrome qu'un consul appelait l'étrange-étranger, c'est-à-dire que vous aviez quitté un pays dans lequel vous êtes attaché, mais que vous devez quitter, donc toutes les amitiés, les liens, forcément, se trouvent un peu distendus. Et puis, vous revenez dans ce qui est votre pays, et ce même pays a changé. N'est plus le même. Vous-même, vous avez évolué. Et donc, vous êtes dans une espèce d'entre-deux qui est assez particulier à vivre parce qu'on perd quand même une partie de ses repères. Donc, l'écriture aide. Et c'est la raison pour laquelle, avec Rabat, nous avons dit, on se lance dans un nouveau projet. On achète une maison et finalement, nous sommes arrivés à Clamecy. Mais on ne savait pas du tout le passé de Clamecy. Et c'était un hasard ou c'était une volonté d'arriver à Clamecy? Un hasard absolu. Enfin, on met derrière le mot hasard, j'allais dire chacun ses convictions personnelles, mais appelons ça hasard. Et en visitant la maison, on s'est projeté, on s'est dit on est bien. À quelque temps de là, on rencontre à l'époque, elle était maire de Clamecy, Claudine Boisorieux. On fait sa connaissance, on échange, on dîne avec elle à 2 reprises. Et puis, dans le cadre de la conversation, elle nous dit, mais vous qui avez vécu en Afrique, est-ce que vous savez que des tirailleurs sénégalais ont été fusillés à Clamecy et parmi eux, il y avait 6 Guinéens. Voilà comment l'histoire est née en réalité. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire.
Et donc, 3 jours après, la collaboratrice de Claudine Boisorieux m'envoie la liste, les noms de ces 6 Guinéens. Et immédiatement, je contacte d'une part l'Harmattan, mon éditeur, en disant est-ce que de votre côté, si je lance une écriture sur cette histoire, vous êtes preneur? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Et là, j'ai eu un feu vert immédiat. C'est vrai qu'il y a entre nous de nombreuses relations, de la confiance, donc ça a sans doute facilité la communication et la prise de décision. Et puis, je me suis tourné vers des amis journalistes, l'un qui est journaliste à la radio-télévision guinéenne, Ansoumane Condé, l'autre qui dirige un journal qui s'appelle Bingo, et qui est le président du syndicat des journalistes, dessinateurs de presse et caricaturistes de Guinée. Il s'appelle Oscar, et j'aurais raconté cette histoire. J'avais dit, vous savez, il y a 6 Guinéens, ils ont été fusillés, on en a identifié 32, parmi les 32 identifiés, il y a 6 Guinéens. Est-ce qu'on peut essayer de retrouver traces des familles? Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont mis en place, alors on a fait des réseaux sociaux, on a fait des articles dans la presse, on a consacré plusieurs émissions sur la télévision publique guinéenne, et c'est ainsi que nous avons retrouvé la trace d'une famille, qui est la famille de cet homme que je suis heureux de nommer aujourd'hui, qui s'appelle Sayon Traoré, qui s'appelait Sayon Traoré, qui est en quelque sorte un peu sorti de l'anonymat. Sur le monument de Clamecy, où les tirailleurs ont été fusillés, il y a une phrase très belle de Léopold Sédar Senghor qui parle, en évoquant les tirailleurs sénégalais, il parle des frères obscurs. Parce qu'effectivement, non seulement ils sont morts d'une manière terrible, mais en plus, personne ne se souvient d'eux réellement, ni en France, ni dans leur pays d'origine. Et donc, le fait de retrouver trace des familles, c'est en quelque sorte, il y a une expression très belle en Afrique qui dit que lorsqu'on retrouve la trace de quelqu'un dont on ne savait pas réellement les circonstances du décès, eh bien, son âme revient sur la place du village. C'est quelque chose, évidemment, à la fois de très émouvant, de très fort. Et donc, aujourd'hui, parmi ces 36 personnes et ces 6 Guinéens, il y a une âme qui est revenue sur la place du village. C'est celle de Sayon Traoré. Et c'est finalement ce que j'ai voulu raconter dans ce livre. C'est témoigner de cette quête. En revanche, il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est que cela provoque un débat national sur l'histoire en Guinée. Pourquoi? Parce que la Guinée, comme d'autres pays, est née de la décolonisation, mais cette indépendance de la Guinée arrive 2 ans avant les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain Sékou Touré qui dit non à De Gaulle en 1958. Et évidemment, De Gaulle prend, enfin je dis évidemment, mais la France, on va dire, et lui surtout, ne prend pas très bien la chose, et on part un peu comme, si vous me permettez l'expression, on part un peu comme des gougnafiers, et les relations avec la France deviennent quand même très compliquées. Et du coup, les familles de tirailleurs sénégalais éprouvent un peu le même syndrome que les anciens des brigades internationales ont pu connaître dans les anciens pays de l'Est. Pourquoi? Parce que oui, on reconnaît qu'ils ont été des combattants, mais en même temps, ils deviennent suspects. Pourquoi? Parce que pour les Guinéens, ils ont travaillé avec, enfin, ils ont collaboré, mais on ne leur a pas demandé leur avis. J'allais vous le dire, ils n'avaient pas le choix. Hein. Voilà, ils n'avaient pas le choix, ils se sont battus pour la France. Et donc, retrouver des traces, c'est très compliqué, parce qu'à un moment donné, même les familles cachaient les papiers et essayaient d'occulter un peu cette mémoire, parce que ce n'était pas si évident que cela à évoquer. Donc, voilà, c'est un beau miracle. J'aurais évidemment préféré retrouver les 6 familles. Je ne désespère pas, parce que si un jour on en retrouve d'autres, je suis persuadé que l'Harmattan acceptera ce qu'on appelle dans le langage commun une nouvelle édition augmentée du bouquin. Mais voilà, c'est un premier aboutissement d'un travail. Ça a duré combien de temps, les recherches? À peu près 1 an et demi.
entre, j'allais dire, l'information qui m'est arrivée sur l'identité de ces Guinéens et puis le fait de se dire que oui, on pouvait quand même publier ce livre d'une manière qui soit raisonnable et acceptable pour les lecteurs. Alors, je vais vous poser une question peut-être qui va paraître bête, mais pourquoi tous ces pays africains, on les met sous une bannière de tirailleurs sénégalais? Or, ils n'étaient pas tous sénégalais. Alors oui, simplement c'est parce que Dakar, qui est aujourd'hui la capitale du Sénégal, qui à l'époque coloniale était la capitale de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Okay. Donc il y a un gouverneur qui s'appelait Faidherbe et qui a créé une troupe qui s'appelait les tirailleurs sénégalais, puisqu'ils étaient au Sénégal. Et puis ensuite, ce concept de troupe s'est élargi aux autres colonies de l'Afrique de l'Ouest française. Et ce qui fait qu'effectivement, sous l'appellation tirailleurs sénégalais, on peut retrouver des Ivoiriens, on peut retrouver bien sûr des Guinéens, on peut retrouver des Maliens, etc. Et c'est vrai que c'est un peu trompeur parce que si on n'est pas versé dans cette histoire, on peut difficilement comprendre pourquoi tirailleurs sénégalais recouvre en fait une réalité de pays très différents. Cela étant dit, il faut aussi ne pas oublier que ces pays sont nés d'un découpage administratif et qu'en réalité, l'identité profonde de beaucoup de ces pays, ce sont les ethnies avant d'être des États. C'est ce qu'on m'a expliqué. On peut effectivement trouver des ethnies qui se sont partagées aujourd'hui par plusieurs pays différents sur nos cartes géographiques. Alors, je vais en profiter pour vous poser une question que je me pose depuis 50 ans. Est-ce que vous avez la réponse? Je ne sais pas. Pourquoi, justement, on a tiré des frontières avec une règle et on n'a pas tenu en compte ces fameuses ethnies, rassembler les ethnies plutôt que de les séparer? Et finalement, j'ai un peu l'impression en Afrique, depuis 50 ans, ça a créé pas mal de guerres aussi. Alors, c'est vrai, et c'est d'ailleurs un peu le message final que je fais dans le livre, parce que nous avons des États, mais nous n'avons pas des nations. Et donc, pour créer une nation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du lien, et il faut notamment pouvoir arriver à construire un récit historique. Et ce récit historique veut dire, ces deux mots que j'ai utilisés dans le livre, il faut de l'exactitude et de la fraternité. Il faut de l'exactitude parce que même si toutes les vérités ne sont pas faciles à dire, il faut quand même dire comment, par exemple, ces États sont nés. Mais il faut le dire avec fraternité, c'est-à-dire il faut le dire dans un état d'esprit qui fasse qu'on soit bien conscient que ce qui importe au-delà du passé, c'est aujourd'hui et surtout demain, pour que les gens puissent arriver à vivre ensemble. Ça, c'est évidemment, pour moi, ça a toujours été une préoccupation tout à fait fondamentale et c'est le message que j'ai voulu faire passer à la jeunesse guinéenne qui, enfin, je veux le rappeler ici, 60% de la population a moins de 20 ans. Donc, je crois qu'on se rend difficilement compte de cette réalité démographique dans un pays. C'est dû à quoi, cette différence d'âge? Eh bien, c'est dû qu'il y a beaucoup d'enfants, etc. Et donc, la Guinée est un pays d'environ 13 millions d'habitants. Et donc, on voit partout des bambins qui courent, des jeunes, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui donne d'une certaine manière l'espoir à la francophonie d'être un jour encore beaucoup plus étendue et à la langue française d'être beaucoup plus parlée dans le monde, parce qu'il y a effectivement une démographie galopante en Afrique. Et donc, cette jeunesse-là doit avoir un certain nombre de repères. Et parmi les repères, il y a évidemment la construction, pour la Guinée par exemple, d'un récit historique pour dire voilà comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé avec la France, ancien pays colonisateur, comment ça s'est passé après l'indépendance, après 1958, ça n'a pas toujours été facile. Comment ensuite la France et la Guinée, devenus un État indépendant, ont décidé de renouer les liens. Et d'ailleurs, le centre culturel que j'ai dirigé pendant 5 ans a été créé pour être un outil fédérateur entre les deux pays, un centre binational. Il n'en existe que 5 dans le monde, dont celui qui
qui est en Guinée, justement pour développer, favoriser ce dialogue des cultures et emmener justement cette jeunesse vers l'édification d'une nation et pas seulement d'un État qui est un découpage sur une carte. Et comment vous vous êtes retrouvé en poste en Guinée? C'était une demande ou alors c'est aussi encore les hasards de la vie? C'est vous qui avez demandé en Guinée? Alors, curieusement, je n'ai pas demandé. Je voulais depuis longtemps un jour pouvoir intégrer ça parce que ça me semblait quelque chose d'intéressant. Et puis, en fait, le ministère m'a appelé parce qu'au moment où à un moment donné, le centre était dans une sérieuse difficulté financière, n'avait pas de véritable, de véritable architecture sur le plan de la programmation artistique, etc. Enfin, il fallait bâtir un nouveau projet. Et comme j'avais beaucoup collaboré, notamment aux années croisées, France-Égypte, France-Algérie, France-Pologne, donc je connaissais quand même pas mal de gens au sein de l'Institut français et des affaires étrangères. J'ai été appelé en urgence. J'ai signé mon contrat le 4 août et le 4 septembre, j'étais dans l'avion pour arriver à Conakry et voilà comment ça s'est fait. Et comment vous avez établi ce fameux projet? Comment vous avez établi ce projet? Parce que vous êtes parti pour faire un projet, donc comment vous l'avez mis en place? Comment vous l'avez fait vivre? Alors, il y a peut-être deux choses. Une chose qui pourrait paraître déroutante, parce qu'on m'a dit, est-ce que tu as lu des trucs sur la Guinée avant, ou etc. J'ai dit non, j'ai lu Guerre et paix de Tolstoï. Alors, on me dit, mais oui, quel est le rapport avec la Guinée? Je dis, c'est un ouvrage que tous les adeptes de la francophonie devraient lire. Pourquoi? Parce que Tolstoï distingue profondément dans ce livre la réalité politique et la réalité culturelle. Je m'explique, quand Napoléon envahit la Russie, l'élite russe parle français. Koutouzov, qui combat Napoléon, donne ses ordres en français à ses officiers. Ça paraît incroyable, mais c'est la réalité. J'ai lu ça quelque part. Et dans ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Pierre Bezoukov, qui va devenir une sorte de partisan, c'est-à-dire qui va combattre comme un résistant l'armée française. Donc, il arrive à ses fins. On connaît évidemment comment tout ça se termine. Mais après la guerre, la première chose qu'il fait à ses enfants, il se marie, il a des enfants, il leur fait apprendre la langue française. Je trouve que c'est emblématique et ça permet, je crois, quand on prend ce type de poste, d'avoir une forme de distance entre la réalité politique et puis le message culturel à faire passer. Ça me paraît tout à fait essentiel. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire en forme de réponse, c'est on me demandait souvent quel est ton programme. Mais je me dis, c'est de faire vivre le nom. J'ai un centre culturel franco-guinéen. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit franco-guinéen ou guinéo-français. Enfin, et justement, on amène de la culture française ou alors on développe la culture guinéenne quand on est sur place? On essaie de faire les deux et puis on essaie aussi, par exemple, de faire vivre la culture française avec des artistes guinéens. Par exemple, j'ai eu toute une série de productions, de pièces de théâtre, Tartuffe, Le Cid, etc., mais avec des troupes entièrement guinéennes, plutôt que ce soit une troupe française, quel que soit son talent, qui viennent et puis qui repartent. L'intérêt, c'était vraiment et en faisant découvrir aussi aux Guinéens que des pièces de théâtre ont un côté intemporel, universel, et qu'elles pouvaient aussi bien interpeller un public français qu'un public guinéen. Il y a une pièce, par exemple, qui a beaucoup marqué les esprits en Guinée, c'est Lysistrata d'Aristophane. Parce que quand on est dans une société civile compliquée, comment on arrive à faire la paix? Alors, dans la pièce d'Aristophane, les femmes décident de faire la grève de l'amour, ce qui évidemment devient très compliqué assez rapidement. Et par exemple, le fait de monter cette pièce à un moment où la Guinée traversait une crise politique forte, il y a eu un impact notamment sur les réseaux sociaux absolument incroyable auquel je ne m'attendais pas forcément. Je pensais qu'il y avait quelque chose à faire sur ce thème-là, mais le choix de la pièce a montré que oui, les femmes se posaient en tant que citoyennes,
se sentaient concernés par le fait de se dire mais comment on peut obtenir la paix, une société apaisée en Guinée. Donc, quand on a ce type de résultats, on se dit qu'on n'a pas peut-être totalement perdu son temps et que la culture, au-delà d'une présentation, peut avoir un rôle profond à jouer dans une société. C'est quoi la place de la culture en Guinée? C'est une grande place ou alors c'est quelque chose qui est un petit plus? Comment on définit la culture, sa place dans la Guinée aujourd'hui? Alors, la culture en Guinée a toujours eu une très grande place. D'abord parce que la culture est dans la rue. Vous vous promenez, vous entendez partout la musique, vous entendez partout les rythmes, avec des influences très diverses. Par exemple, à un moment donné, Cuba a été un pays très associé à la Guinée. Et quand on parle par exemple de jazz en Guinée, on ressent aujourd'hui dans les orchestres, leur manière d'interpréter, leur répertoire, on ressent profondément une influence cubaine. Des racines cubaines. Donc, bon, on est bercé par ces rythmes. Le théâtre, la littérature a une place énorme. Il y a des auteurs absolument incroyables en Guinée. William Sassine, par exemple. Actuellement, Tierno Monenembo, qui a eu le prix Renaudot, par exemple. Ce sont des gens qui ont non seulement une culture personnelle, mais qui ont porté la Guinée sur un plan international. Et ce rôle de la littérature a été reconnu en 2017, lorsque Conakry est devenue capitale mondiale du livre. Et la ville qui a succédé à Conakry, c'est Athènes. Donc voilà, on sent quand même que la communauté internationale voulait rendre hommage à un pays dont la culture est profonde, avec des moyens souvent dérisoires, avec, j'allais dire, une vie, une économie de la culture qui est très difficile à mettre en œuvre, à organiser, parce que c'est dur. En France, c'est dur pour les artistes, mais en Guinée, c'est encore 100 fois plus dur. Mais il n'empêche qu'ils sont créatifs et dans des domaines aussi divers que le théâtre, la musique, la chanson. Il y a des chanteurs absolument exceptionnels. Plusieurs Guinéens ont, par exemple, remporté à plusieurs reprises le prix de la francophonie par votre confrère RFI. Enfin, voilà, il y a une présence forte. Peut-être un peu moins que dans les années 50 ou 60, où, par exemple, les grands ballets africains portaient l'image de la Guinée sur un plan international. Mais oui, il y a une richesse, une diversité absolument incroyable. Moi, j'y ai appris là-bas. Au niveau politique, moi, j'ai un regard d'Européen sur l'Afrique très lointain. Quel est le rôle de la femme dans l'Afrique et dans la Guinée en 2020? Le rôle, je n'ai pas compris. De la femme, vous avez évoqué les femmes tout à l'heure. Le rôle de la femme dans la société guinéenne et africaine, plus largement. Au niveau politique, hein, on l'a lâché la culture là. Hein. Oui. D'abord, dans la société, la femme africaine a une très grande place parce que, je vais dire, elle est maîtresse du foyer, mais au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que c'est la référence. Toutes les familles africaines se construisent autour du père, bien sûr, mais surtout peut-être autour de la mère par rapport aux valeurs. Et elles sont très battantes. Attention, moi j'ai assisté à des manifestations de femmes à Conakry. Elles sont extrêmement combatives, actives. Beaucoup d'entre elles, j'allais dire, non seulement sont actives sur les réseaux sociaux, mais cherchent justement à valoriser leur place en faisant un combat quotidien qui n'est pas facile, mais oui, il y a un combat incroyable, vraiment. J'ai plus de son. Petit problème technique. Allô? On a changé un câble et j'ai plus de son. Voilà, le son est revenu. Daniel, je poursuis. Je vois dans votre résumé, toi, Guinée, tu m'as pris dans tes bras. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la Guinée qui vous a pris dans ses bras et les Stéphanois? Alors, il y a, je pense, une empathie. Je pense qu'il y a une empathie, il y a une manière de vivre. Par exemple, c'est le fait de dire bonjour. On se promène dans la rue. Tout le monde dit bonjour à l'autre.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu enfant à Saint-Étienne. Je ne sais pas si ça se perdure aujourd'hui, mais avec un journaliste que Pat a bien connu, Jean Tiby, on avait créé le club des 10 heures bonjour. Parce qu'on trouvait qu'il y avait un peu une tradition qui se perdait et que quand vous dites bonjour, c'est tout juste si les gens s'interrogent en se disant bah, tiens, pourquoi il m'adresse la parole, qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Donc, par exemple, en Guinée, il y a ce lien-là du bonjour, du respect, du salut qu'on peut retrouver, qui est une valeur, oui, qu'on retrouve aussi à Saint-Étienne, par exemple, incontestablement. Dans votre livre, je reviens sur votre livre, vous avez une préface de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Lamine Camara. Moi, quand j'ai lu, je me suis dit, c'est quand même pas rien, ça. Comment on fait pour avoir des gens aussi haut placés qui viennent préfacer vos livres? C'est votre réseau ou alors c'est que vous êtes quelqu'un qui avait de belles amitiés? Alors, je pense pouvoir dire que j'ai de belles amitiés, mais je pense que l'amitié se construit sur des échanges et sur un travail en commun. Avec Lamine Capi Camara, nous avons œuvré ensemble pour l'obtention du label Conakry Capitale mondiale du livre. Et d'autre part, à un moment donné, Lamine Capi Camara était le président des écrivains de Guinée. Et là, je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup touché. Pendant les réunions qu'il présidait, auxquelles je participais en tant que directeur du centre culturel, il m'appelait Daniel, je lui disais Lamine, on se vous voyait, mais on restait, j'allais dire, non pas dans une forme protocolaire, on était quand même déjà, je pense pouvoir le dire, dans une amitié certaine, mais jamais il ne m'aurait tutoyé. Et puis j'ai quitté mes fonctions, je suis revenu à Conakry pour la présentation de mon livre, Conakry, capitale mondiale du livre, donc toi Guinée, tu m'as pris dans tes bras. Et dès lors que j'ai publié le livre, il m'a tutoyé. Comme si d'une certaine manière, le fait d'avoir écrit me faisait entrer dans une famille intellectuelle, affective de Guinée. Il m'a coopté au sein de l'association des écrivains, non pas guinéens, mais de Guinée. Ce qui est assez subtil parce que ça permet de pouvoir accepter des auteurs d'autres pays, ce qui est mon cas. Et je dois dire que depuis, on a véritablement une amitié profonde. Et quand j'ai eu l'idée de ce deuxième ouvrage, je me suis dit que ce serait bien que quelqu'un comme lui puisse préfacer ça, parce que je sais qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, il avait un regard évidemment très aigu sur ces rapports entre la France et la Guinée, sur ce sort souvent malheureux de ces tirailleurs qui étaient au bout du compte ni vraiment reconnus dans leur propre pays, ni en France. Et donc, il a accepté, j'allais dire, très spontanément de préfacer le livre. J'en ai été très, très touché. Lui me dit, mais c'est un honneur que tu me fais de me le demander. Enfin, voilà, c'est le type d'échange que nous avons. Et pour moi, il a réhabilité le tu. Pourquoi? Parce que je pense que comme vous, enfin là, je vous tutoie, mais on finit par tutoyer tout le monde. Et au bout du compte, il y a une forme presque d'indifférence avec le tu. On peut même tuer quelqu'un en le tutoyant, enfin je veux dire, c'est sans mauvais jeu de mots, voilà, ça paraît presque plus facile. Et je pense que le fait qu'une personnalité comme ça passe du vouvoiement au tutoiement par rapport à un parcours qui était celui de l'écriture m'a profondément touché parce qu'il m'a montré qu'au fond, on devrait avoir beaucoup plus d'attention aux personnes que l'on tutoie, enfin savoir réellement pourquoi on les tutoie plutôt que par facilité ou par habitude. Avec le recul, vous avez écrit ce livre, est-ce que votre regard sur l'histoire, sur ces 50 ans qui ont passé depuis même, je dis 50, 70 ans sur la guerre mondiale, sur la présence des tirailleurs sénégalais, est-ce que votre regard sur l'histoire a changé? Alors, je pense que moi j'ai envie de lier ça à l'actualité. Pourquoi? Parce que, en fait, si ces tirailleurs ont été fusillés, c'est pour plusieurs raisons. Le fait, il faut le dire, qu'ils étaient noirs.
Et effectivement, dans l'idéologie nazie de l'époque, c'était des sous-hommes. Déjà que les Français n'étaient pas très... Voilà, mais on peut imaginer ce que représentaient des soldats noirs. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu, après la Première Guerre mondiale, vous savez, comme les Allemands ne payaient pas les dettes, etc., donc on a envahi notamment on a occupé la Rhénanie et autres, et parmi ces forces qui ont occupé, il y avait beaucoup de tirailleurs sénégalais. Qui se sont mal conduits, d'après ce que j'ai lu. Qui ne se sont pas plus mal conduits que d'autres troupes quand elles sont à l'étranger. Donc il faut bien le dire. Voilà, hein, c'est loin de là. Mais c'est vrai que les Allemands ont pu ressentir ça comme, comme une sorte d'une forme d'humiliation. Et troisièmement, parce que ça, c'est quelque chose que m'a beaucoup raconté mon père et que Paxton dit sur la France de Vichy, c'est le fait que toutes les personnes qui ont vécu cela ne s'en sont jamais remis. Moi, mon père, quand il évoquait la débâcle de mai juin 40, avait les larmes aux yeux parce qu'il a subi, je crois, un choc émotionnel dont je pense qu'il ne s'est jamais véritablement remis. Et donc, dans cette débâcle, qui n'a pas été qu'une débâcle militaire, qui était une débâcle morale, ceux parmi qui se sont le plus vaillamment battus, ce sont les tirailleurs sénégalais, et qui ont souvent infligé aux troupes allemandes des pertes non négligeables, etc. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, on arrive à ce dérapage terrifiant à Klamsi, et d'autres. Hein, on estime à peu près à 3000 tirailleurs sénégalais qui ont été fusillés, soit à l'issue de combat, soit ayant été faits prisonniers, ayant été ensuite fusillés comme ça, sans procès ou autre, etc. Avec le recul, il y a un petit souci avec votre connexion, si vous m'entendez. Avec le recul, est-ce que ces tirailleurs, dans leur propre pays, sont... Je vous entends assez mal. Oui, je vous entends assez... Ça a décroché. C'est les problèmes de la modernité. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Ah, c'est bon. C'est revenu. Donc, je disais, avec le recul, ces gens qui, finalement, ont été des héros de la guerre, qui ont été ni bien considérés par leur pays, ni bien considérés par la France, est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, avec le recul, ils ont été réhabilités, j'allais dire, dans leur pays? Alors, d'abord, il faut dire une chose, parce qu'il faut parler de Klamsi. Cette ville a toujours su honorer les tirailleurs sénégalais. Et dès la période de l'occupation, puisqu'en 1943, le 11 novembre, des résistants de la région déposent des gerbes à l'endroit où les tirailleurs avaient été fusillés. Et ensuite, j'allais dire, de ce premier point d'hommage jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une mémoire continue pour rendre justice d'une certaine manière à ces tirailleurs. Ça, c'est un travail qui s'est fait bien avant l'écriture de mon ouvrage, mais il faut évidemment ce soir le souligner. Vous avez par exemple une rue des 43 tirailleurs à Klamsi, donc vraiment la ville a fait ce qu'il fallait, et même sans doute même au-delà. Enfin, il y a eu vraiment un travail en profondeur. Après, en Guinée, souvent les familles ne savaient pas, et on en a eu la preuve à travers Sayon Traoré et la recherche. La famille de Sayon Traoré dit qu'elle a découvert comment son aïeul était décédé en France. Donc, ça prouve que là, il y a un travail de reconstitution historique à faire très important. Même si, pour les nouvelles générations, ils peuvent dire que oui. Oui, ces soldats se sont battus. Donc, on leur doit justice, c'est-à-dire de pouvoir les réhabiliter, de pouvoir citer leurs noms, de pouvoir identifier leurs descendants. Enfin, il y a tout ce travail-là. Et d'une certaine manière, ce livre n'est qu'un premier pas, qu'une ébauche, parce que
pense réellement qu'il faudrait que ce sujet que la jeunesse et les chercheurs guinéens s'emparent de ce sujet parmi d'autres pour véritablement leur rendre justice. C'est un sujet passionnant, en tout cas. On va parler également de la vie du livre. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui viennent? Comment on fait la promotion? Comment on fait vivre ce livre? Sachant que les choses ont un petit peu changé depuis quelques semaines. On ne sait plus trop bien. On commence à repérer par rapport au monde d'avant. Oui, alors, c'est vrai qu'il aurait pu sortir dans de meilleures conditions, mais il est sorti et moi, je veux rendre hommage notamment à toutes les équipes de l'Harmattan qui se sont battues pendant le confinement pour qu'on tienne le cap, parce que l'idée, c'est évidemment que le livre soit présent pour ce 80e anniversaire. Donc, j'ai débuté samedi par une première dédicace et j'avoue que en 2h30 de temps, une centaine de livres sont partis, donc ce qui prouve que le sujet passionne, intéresse. D'autres signatures sont à venir. Beaucoup de journaux, de médias dont vous faites partie, Gilles, se sont intéressés. Demain, il y a une émission spéciale qui se fait sur la télévision guinéenne en mémoire de ces soldats guinéens qui ont été fusillés pour ce 80e anniversaire. Donc, je suis invité de cette émission. Et puis, naturellement, après l'épisode en quelque sorte français, il faudra bien qu'il y ait un épisode guinéen qui, je l'espère, pourra se tenir avant la fin de l'année, une fois que les frontières seront réouvertes et que les vols commerciaux pourront s'effectuer normalement. Alors, c'est peut-être une question un peu stupide, mais je la pose à tous les gens qui écrivent des livres et que je croise. Est-ce que vous serez présent en octobre à la fête du livre de Saint-Étienne si elle a lieu? Si je suis invité, pourquoi pas? Alors, je le précise, hein, c'est pas moi qui invite. D'ailleurs, moi, je suis invité nulle part. Vous avez dit que vous aviez été un des premiers attachés de presse, donc vous devez avoir encore des relations. Oui, mais bien évidemment, je peux toujours contacter tel ou tel. Pat ne doute pas que je n'ai pas perdu la main dans ce domaine-là, mais de temps en temps, et c'est pas de la, comment dire, voilà, ça peut aussi faire du bien de temps en temps de dire tiens, est-ce que tu as envie de venir ou on serait heureux de t'avoir avec nous. Se sentir désiré. Voilà, se sentir un peu désiré, mais sans plus. Hein, voilà. Il faut avoir le courage de ses faiblesses, disait Jules Renard. Est-ce que des gens qui ont lu le livre, des gens qui... J'imagine que quand on fait des dédicaces, les gens ne l'ont pas encore lu, mais est-ce que vous avez déjà des retours? Alors, je commence à peine à avoir les premiers retours, puisque les premières ventes ont eu lieu samedi. Alors, bon, c'est pas guère épais que j'évoquais, hein, le livre est beaucoup moins épais, mais les premiers retours sont positifs, au sens où, pour beaucoup, c'est une découverte, notamment, non pas forcément de l'histoire qui s'est déroulée effectivement à Clamecy, mais j'allais dire l'émotion de ressentir comment ça se passe quand une famille apprend comment son aïeul est décédé, et derrière ça peut-être de découvrir cette humanité qu'il y a dans la culture africaine et que parfois nous avons peut-être un peu oublié dans notre propre société. On est toujours en train de diviser les gens, je ne sais pas si c'est de l'économie ou de la politique, on est toujours en train de se diviser. Qu'est-ce qui nous réunit tous? Ce qui nous réunit, ça devrait être cette idée de fraternité, de sentir que nous sommes sur une planète commune, que nos enjeux sont communs, que même si les passés sont douloureux et parfois ont pu provoquer des drames, il n'empêche que ça vaut le coup d'essayer de vivre ensemble. Et par exemple, la ville de Clamecy a signé avec sa ville jumelle en Allemagne un protocole pour souhaiter que cette barbarie ne puisse jamais se reproduire. Donc voilà, parce qu'il ne faut pas confondre non plus les pays et les peuples avec des êtres complètement cinglés et hallucinés qui ont pu, hélas, mettre à feu et à sang nos civilisations. Donc je crois que les gens ont besoin d'amour, ont besoin d'affection, d'attention, d'écoute. Je crois que ce qu'on vient de traverser tous ensemble le montre aisément. Mais peut-être qu'en Afrique,
ce lien est peut-être encore plus sensible. Sans révéler un scoop, je pense à un autre ouvrage qui pourrait être un dictionnaire franco-guinéen pour montrer que derrière un mot, il y a des réalités différentes. Et par exemple, avec Rabat, beaucoup de Guinéens nous disent « papa, maman ». Alors, ça n'a rien à voir avec le sens qu'on lui donne en France de lien de paternité, de maternité avec des descendants, mais c'est simplement le lien affectif, mais qui est beaucoup plus qu'affectif, c'est-à-dire ce lien presque spirituel que vous avez avec des êtres et qui vous accordent de l'importance, auquel vous vous attachez et que vous accompagnez dans la vie. Et je pense qu'on a tout simplement besoin peut-être de sentir que nous faisons partie d'une seule et même famille. Avant de vous libérer pour aller dîner, Daniel, est-ce que M. Pat Françon, qui était très attentif à cette émission, a une dernière question à vous poser? Oui, peut-être une ultime question qui est un petit peu liée à l'actualité. Il y a beaucoup d'attaques djihadistes au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Est-ce que la Guinée est épargnée ou au contraire, est-ce qu'elle est involontairement impliquée dans cette violence? Elle est attentive, Pat. Elle est attentive parce qu'effectivement, la Guinée est un pays frontalier du Mali. Et donc, voilà, il faut considérer le danger tel qu'il est. Et la France fait notamment ce qu'il faut sur place pour éviter. Et après, on voit bien que les événements récurrents montrent que quels que soient les efforts, on n'est jamais à l'abri d'eux. Mais il y a évidemment une attention toute particulière sur ces zones frontalières, sachant que les frontières dans ce type de pays n'ont pas le sens qu'on peut leur connaître dans la réalité, par exemple, en Europe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Pat. Mais j'aurais voulu dire un mot à Gilles en lui disant que j'ai été sensible au fait qu'il puisse inviter Pat Françon. Ça, c'est un geste qui, personnellement, m'a beaucoup touché. Et puis, Gilles, j'espère qu'après cette première émission, on aura l'occasion de davantage faire connaissance. Et je voulais justement vous dire que si vous passez du côté de Saint-Étienne et que si vous n'avez pas boire un café avec moi, je le prendrai très très mal. C'est compris, message reçu 5 sur 5. Très bien. On a fait le Merci tour. infiniment. On n'a peut-être pas tout dit, on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Sans doute, mais il ne faut pas avoir de regrets. L'essentiel, c'est peut-être d'avoir su ou pu transmettre à vos auditeurs qui sont stéphanois et que je salue avec amitié, mais qui sont, je le sais, pour certains sur Clamecy, voire en Guinée, et qui étaient assez impatients de pouvoir assister à notre entretien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup pour toutes vos belles histoires, tout votre vécu que vous nous avez fait partager. Pat Françon, merci beaucoup aussi. Puis je vous fais un petit clin d'œil, Pat, parce que je vous remercie depuis quelques semaines. Vous êtes très très précieux sur mon site d'info. Donc je profite de voir beaucoup de monde qui nous écoute et qui va nous réécouter pour vous remercier une seconde fois. On se donne rendez-vous, nous, sur Droits Citoyens tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis à 19h15. Cette émission, elle est multidiffusée sur les réseaux. Et demain, on parlera pas de la FEC, on parlera du e-commerce, mais je pense que le e-commerce, c'est mondial aussi, donc on sera un peu partout là aussi. Je vous souhaite à tous les deux, messieurs, une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Je m'excuse auprès des auditeurs s'il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais c'était la première et j'avoue que je suis pas très à l'aise avec à parler à une machine. Moi, je suis pour l'humain, mais on s'en est pas trop mal sorti. Donc, merci encore une fois à vous deux. Et puis, je vous dis à tous bonne soirée. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droits Citoyens. Nous avons besoin de vous. Droits Citoyens est le média qui redonne la parole aux citoyens. Libre et citoyen. Droits Citoyens est avant tout un projet étudiant. Nos intervenants stagiaires et bénévoles sont des étudiants en journalisme, en droit et en communication. Soutenez Droits Citoyens à partir d'1 € par mois. Une aide ponctuelle ou mensuelle. C'est vous qui décidez. Donnez des ailes à Droits Citoyens. Rendez-vous dès maintenant sur www.jesoutiendroitscitoyens.fr. Financement participatif via Tipeee ou par don défiscalisé via helloasso.com. Mention obligatoire sur jesoutiendroitscitoyens.fr.